Tous, bienvenue dans l'œil du Vendée. Content de vous retrouver. On a une semaine passionnante qui s'est déroulée. On a vu les bateaux descendre l'Alizé côté sud de l'Atlantique. Une descente apparemment pas sans péripéties pour certains, puisque Hugo Boss a, comme on dit, claqué de la structure, cassé quelques morceaux. On a pu voir ça dans ses vidéos. Il a une sacrée réparation à faire. J'imagine qu'il en a fait un bon morceau puisqu'il est reparti. En tout cas, il a perdu le petit paquet de devant. On va voir ça. Ça va peut-être pas être facile de revenir, mais j'ai un petit souvenir et j'ai regardé l'historique de la dernière fois. C'est que quand Armel Lecléache a passé le Cap Horn, Hugo Boss, donc Alex, avait près de 800 000 de retard et il est revenu quasiment à hauteur au niveau de l'équateur ou un petit peu après. Donc, comme il reste tout l'océan Indien et tout le Pacifique à courir, on peut espérer qu'il se recale avec les leaders à un moment, ce qui forcément ne sera pas évident. Donc voilà, on va commencer cette nouvelle émission par l'analyse de la situation d'aujourd'hui. Et donc nous voilà avec la flotte quasiment en bas de l'Atlantique Sud. Et ce qu'on voit, c'est un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. C'est cet anticyclone là, qui tourne dans ce sens ici. Il y en a un petit bout par là, il y en a un petit bout par là. Enfin bon, en gros, on voit très très bien toute cette zone de calme avec un tout petit, enfin bon, un petite zone de calme aussi qui remonte là. Ça, c'est le front. On verra ça en nuage tout à l'heure. Et, euh, et là, ce dont on parlait dans l'analyse de vendredi sur Tip and Shaft, mais aussi la semaine dernière, c'est-à-dire un petit couloir de vent. Et directement, on peut voir que nos deux leaders, Thomas et Charlie, ont réussi à prendre la porte d'entrée. Donc après, est-ce que ça va être facile pour la suite? C'est pas dit. On peut voir quand même que la route est barrée au sud par une zone de transition. Et on va aussi pouvoir voir que nos petits poursuivants commencent à essayer de traverser cette zone pour faire route au sud. Donc on verra leur cas tout à l'heure. Pour l'instant, on a vu que les vents étaient faibles, mais on a aussi vu dans la journée que les routages n'étaient pas forcément étaient pas forcément bien suivis par les coureurs. Ils étaient souvent un peu plus lents. Et ça, c'est signe que c'est probablement assez perturbé sur zone. On sait qu'il y a des nuages, il y en a qui ont parlé de conditions proches du poteau noir à des moments. Voilà, ça a l'air compliqué, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui redémarrent. Tout ça n'est pas simple. On va voir ça avec l'image satellite qui va nous montrer les nuages et l'activité un peu dans les nuages. On va zoomer un petit peu. Donc, on retrouve bien sûr le front qui est là, qui va jusqu'au Brésil là-haut. Là. Rio de Janeiro, c'est là. Et qui barre la route, en fait, tout simplement. Il n'est plus trop relié à une dépression en bas. Enfin bon, c'est un peu. Il est un peu planté dans l'anticyclone. Et, euh, et qu'est-ce qu'on va voir on le regardera en détail, mais en gros, les leaders, ils vont essayer de se faufiler le long pour ensuite descendre. Et le paquet de derrière, comme ce front avance globalement vers le nord-est, ils vont essayer de traverser cette zone pour aller chercher le plus tôt possible les vents de sud. Quoi. Donc, enfin, disons les vents du sud de l'Atlantique. Alors, voilà. Ça va pas être simple tout ça. On peut regarder rapidement l'animation des nuages dans la journée. Hop, on va enlever les dessins. Donc ça, c'est sur les 2 dernières heures. On peut se faire sur les 12 dernières heures. Ça charge. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il est
relativement actif. Il s'active un petit peu plus au fur et à mesure de la journée. On voit les nuages qui prennent en activité sur leur sommet, là, qui grossissent, mais il est relativement stable. Il ne bouge pas beaucoup. Donc, disons que c'est facile pour les concurrents, ils arrivent à le gérer, quoi. Il ne remonte pas sur eux, il n'est pas en train de les bloquer. Mais on a vu quelques-uns, dont Bureau Valley, plusieurs fois se faire bloquer. Donc, c'était se faire arrêter, quoi, par des vents légers qui sont probablement sous ces nuages qu'on voit là. Quelque chose de pas simple à gérer sur l'eau, ça c'est sûr. Alors, aujourd'hui, on change un tout petit peu de méthode. On passe sur un routage en vidéo. On change de méthode. Et donc là, c'est le routage des leaders. Donc on peut voir qu'ils arrivent à descendre dans cette toute petite zone où il y a encore du vent. Par miracle, ils arrivent à récupérer, on va dessiner en bleu, on peut voir là, il y a une petite zone de vent, et ils arrivent à récupérer ça pour descendre. La précision des fichiers GRIP dans ces zones-là, il faut savoir que c'est un peu aléatoire, surtout sur des conditions comme ça. Parce qu'en fait, la précision des fichiers GRIP, ça dépend du nombre de relevés en local de la météo à T0, au moment où les serveurs, les ordinateurs commencent leur calcul du fichier. Donc, par exemple, nous, en Europe, on bénéficie de toute l'Irlande, les Açores, Terre-Neuve, et puis les États-Unis avant, donc on a beaucoup d'informations. Ici, c'est quand même beaucoup moins peuplé, il y a beaucoup moins de terre et beaucoup moins de relevés. Donc, la météo dans les mers du Sud est globalement un petit peu moins précise. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a vu des différences aujourd'hui de vitesse avec ce qui a été calculé. C'est parce qu'ils n'ont probablement pas eu la météo prévue exactement. Et c'est là aussi où on a vu des arrêts buffets là, de Bureau Valley, parce que peut-être que le fichier météo n'est pas bien calé sur la réalité du placement du front et tout ça. Donc ça, c'est pas facile à gérer quand on est à bord du bateau. Reprenons la route de Charlie et Thomas dans le groupe de tête. Donc ils arrivent à descendre, on peut le voir, toujours dans une espèce de petite bulle de pression. J'avoue qu'elle est peut-être un petit peu magique. On peut imaginer que si le scénario n'est pas exactement comme celui-là, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus mou, ça va être compliqué pour eux. C'est difficile de prévoir, mais ça évolue pas tout à fait comme prévu, j'ai l'impression, dans le sud. Et là, en plus, on le voit ici, il se retrouve juste au sud d'une zone très molle, hein, on la voit, hein, cette zone molle là, et ils arrivent à être juste au bon endroit, au bon moment, pour passer dans les vents des mers du Sud. On va redémarrer, voilà. Là, ils arrivent dans les vents. Hein. On les voit, ces vents-là. Il y a des grosses tempêtes qui circulent en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi? On va voir quelque chose qui va nous intéresser pour le prochain mois. C'est la zone des glaces qui est dessinée sur le roadbook. Je la dessine rapidement ici. Hop. Et du coup, là, ils n'ont pas le droit d'y aller. Et par chance, en quelque sorte, ils arrivent non seulement à se sortir de l'anticyclone, des vents faibles, et à plonger au sud pour récupérer ce vent-là. Mais en plus, ils arrivent juste au bon moment pour récupérer un vent assez fort. Hein. On le voit bien, ce vent-là de nord-ouest qui souffle, et ils viendront se mettre en limite de la zone des glaces pour avoir un bon angle et ensuite avancer. Alors, quelle est la spécificité un petit peu dans le sud de ces tempêtes, de ces circulations de vent? C'est que non seulement les tempêtes, elles circulent autour de la planète assez vite parce qu'il y a très peu de terre pour les arrêter, mais en plus, comme dans ce sens-là, ils vont avec le vent, ce dont on n'a pas l'habitude, parce que nous, on fait des transats, on fait souvent contre le vent. Donc, on n'a pas l'habitude de ça. Mais là, en gros, ici, on voit le front qui est dessiné. On le voit comment? On le voit aussi parce que le vent devant, on l'a vu, il est nord-ouest, et derrière, il est ouest, et après, il sera probablement sud-ouest. Et on sait que devant, dans cette zone-là d'une tempête, devant le front, la mer, elle est plate. Et du coup, ils vont pouvoir lancer les foilers pleine vitesse sur une mer relativement plate qui va leur permettre de tirer le plein potentiel de leur bateau. Donc,
non seulement il se faufile au bon moment dans la transition, mais en plus, il bénéficie d'un super scénario en sortie avec un passage devant une tempête. On va voir ça après l'enchaînement derrière. Là, ça va aller très vite parce qu'ils vont enchaîner quelques jibes pour rester le long de la porte des glaces. Alors, il faut quand même imaginer que la Terre, elle est ronde. Donc, en fait, la route la plus courte, elle est le long de cette route-là. Là, on est aplati. Du coup, ça donne une fausse impression. Mais en fait, il faut imaginer qu'ils font le tour du périph'. Hein. Et du coup, la route la plus courte, elle est le long de la zone des glaces. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi qu'à chaque fois, ils se recalent. On peut le voir sur le routage tout de suite pour rester dans le bon secteur devant et faire la route la plus courte. Donc voilà, là, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc leur objectif, ça va être de traverser, d'aller au sud, de récupérer ces vents portants le plus vite possible et d'aller proche de la zone des glaces. Et donc là, on arrive au cap de Bonne-Espérance. Et je voulais vous faire une petite note à ce moment-là, parce que en réalité, ils vont arriver au cap de Bonne-Espérance et ça va nous donner presque le premier temps de passage. Il y en a eu un à l'équateur, mais là, vraiment l'important, c'est Cap de Bonne-Espérance. Et en 2016, Hugo Boss et Armel, en gros, ils étaient passés en 18 jours, ce qui était assez rapide. Là, la prévision, ils sont à entre 21 et 22 jours. Là, ils passeront entre le 29 et le 30. Ça fait 21-22 jours. Donc, ils auraient près de 3 jours à 4 jours de retard sur le record. Donc, je ne sais pas si mon pari avec Nijdesh d'avant le départ va tenir, mais pour l'instant, je suis mieux placé que lui. Voilà, donc globalement, un Vendée Globe assez lent à chaque fois, même s'ils ont eu un poteau noir très rapide. Là, c'est encore un scénario lent dans la traversée de cette zone de transition. Et bon, par contre, là, on est très sûr d'attaquer la phase rapide pour la suite. Donc, ça va être intéressant. Donc là, ça sera pour dimanche, donc quasiment dans une semaine, ils passeront dimanche soir au Cap de Bonne-Espérance. On va maintenant regarder les routages des poursuivants. Alors, dans les poursuivants, on va prendre deux personnes. Il y a Bureau-Vallée, qui est ici. Et qu'est-ce qu'on voit déjà? La route, elle est très différente pour Bureau-Vallée. En fin de compte, il va devoir, là c'est la météo à jour, hein, là c'est la météo maintenant, et on voit que lui, il va être beaucoup plus touché par les calmes en ce moment que nos deux leaders qui sont encore dans une bulle un petit peu magique dans ce petit couloir de vent là devant. Et en faisant dérouler, on comprend bien que, en fin de compte, Bureau-Vallée, son objectif va probablement être de rejoindre ces vents dans la zone sud avec cet anticyclone hein, qu'on voit là qui est reformé. Alors c'est un peu dur à suivre en météo, c'est ça, c'est pas très stable, mais il y a un nouvel anticyclone qui est ici, enfin, le nouveau morceau de l'anticyclone. Et du coup, il va essayer d'aller contourner ça. Donc là, ça va faire une grosse séparation. Et on va voir quelqu'un d'autre. On va revenir un tout petit peu en arrière et on va mettre Jean Le Cam. Jean Le Cam, lui, il a fait une route très est. Il a vraiment serré au plus court. Je dois vous avouer que toute la semaine, les routages lui ont proposé de descendre un peu dans l'ouest, d'aller faire une transition un peu comme Bureau-Vallée. Et lui, il a persévéré. Alors, dans un peu moins d'une semaine, dans 5 jours, on saura si ça a payé. Moi, j'ai trouvé ça très risqué, mais sur les routages, il semble qu'il va s'en sortir quand même. C'est-à-dire que, et on peut le voir ici, il a une zone de transition avec plein de manœuvres, plein de petits bords. Franchement, c'est des zones pas bien vues par les routages. Et là, ça va être compliqué de prévoir sa route. Donc, ils vont sûrement faire avec ce qu'ils ont, avec les conditions de vent qu'ils trouvent sur zone, parce que ça va être dur de se projeter. Et donc, lui, il va essayer de couper à un endroit un petit peu différent cette zone de transition. Donc, on a vu qu'elle s'est décalée. Bureau-Vallée réussit ici. Il est là à ce moment-là à la contourner. Jean Le Cam, il est là. Il est encore au nord de la zone de transition. Et nos deux compères devant, ils sont là en jaune. Et eux, ils arrivent à sortir, à s'extraire de la zone de transition et attaquer le sud. On voit aussi que ceux qui vont plonger sud vont récupérer cette tempête
en premier. Donc, ils vont passer de conditions très, très calmes à 25-30 nœuds de vent très, très rapide sur une mer assez plate. Donc là, il y a une course de vitesse qui va s'engager. Et en fait, le jeu, c'est de tenir devant le front le plus loin possible. Du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'acharner et engranger un maximum de milles parce que c'est un peu comme prendre un train en route et essayer d'en descendre le plus tard possible. Donc là, on les voit, ils avancent et on voit qu'en fait, Jean Le Cam, il va se retrouver pas très très loin de Bureau Vallée. Donc bon, c'est des Bureau Vallée, un bateau plus rapide hein, avec des foils, donc c'est quand même normalement à son avantage et c'est normal qu'il le rattrape. On peut regarder un dernier bateau pour l'arrière, mais au final, ça ressemble beaucoup à Bureau Vallée. Et c'est Apicil, du coup, en rouge, là, qu'on voit apparaître. On voit son carré, là, qui avance derrière. Et qui, pareil, va arriver dans une zone de transition peut-être un petit peu plus favorable que les autres. Il va globalement recoller au paquet de devant. Ça va faire un assez gros groupe de poursuivants entre Damien, Benjamin Dutreux et probablement jusqu'à PRB. Donc ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Je redécale la carte un petit peu. C'est à peu près les écarts qu'il va y avoir à Bonne-Espérance. J'avance doucement, comme ça vous pouvez suivre la position de tous ces bateaux. Hop, on va faire avancer. Voilà. Donc à Bonne-Espérance, les leaders devraient passer vers, on a dit, le 29 au soir, 30 au matin. Et ils auront environ 740 000 sur ce routage sur Bureau Vallée, 890 sur Jean Le Cam et 1000 milles sur Damien Seguin. Donc ça commence à faire des beaux écarts, mais il faut se rappeler qu'il y aura un grand nombre de bateaux entre les deux. Il y aura une douzaine, une quatorzaine de bateaux. Donc ça fait vraiment une belle régate. Voilà, donc ça fait ce sera tout pour mon analyse. On va passer aux questions. Je vais cacher les routages. Et on passe aux questions. Alors, on va dire première question, le groupe de bateaux de derrière peut-il recoller? Alors moi, c'est ce que je vous ai dit, c'est je ne pense pas qu'il puisse recoller au leader, parce qu'on a vu, il y a environ 700-800 000 d'écart. Par contre, ça va former un gros groupe. Voilà, et bon, bah, après, par la suite, on verra s'il y a possibilité de recoller, mais à Bonne-Espérance, je n'y crois pas. Est-ce que je peux expliquer comment trouver le plugin Windy? Alors ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est un ami, Kevin Saliou, qui m'a codé ça. Et en fin de compte, quand vous allez dans Windy, vous allez sur windy.com, vous allez dans Installer le plugin, et en descendant, il y a un plugin qui s'appelle Rega Data. Et vous faites ouvrir, et il va vous charger le plugin. Donc là, moi, il est déjà chargé. Voilà, ça répond à cette question-là. Le choix de Charal le long de la côte africaine est-il une bonne ou une mauvaise décision? Alors, Charal, où il est? Lui, je l'ai préparé aussi. Je connais vos questions à l'avance maintenant. Afficher le routage. Hop. Donc, Charal, il est en gris ici. Alors, on va le passer en noir, on verra mieux. Hop. C'est un peu sa couleur de bateau, de toute façon. Alors, Charal, il est là. Hop, on va mettre le fichier de vent qui va avec maintenant. Voilà. Donc, Charal, en fait, il y en a qui me posent la question. Ah, j'ai peut-être pas pris très grand, mais on peut faire avec des dessins. Hop. En gros, on voit qu'il y a une grosse zone de molle ici, quand même. Pas très, très simple à gérer. Et en réalité, il avait un choix. Il pouvait soit faire le tour, un très grand tour par l'extérieur. Franchement, très risqué parce que si la situation se retournait, c'était quand même mauvais. Ou essayer de couper le long de l'Afrique pour ensuite rebifurquer sur une route à peu près normale. C'est ce qu'il est en train de faire. Et franchement, je pense que c'est la bonne méthode. Après, on peut regarder son évolution. Voilà, on voit que le vent se renforce derrière lui. Lui, il est là. Hein, il avance sur le petit carré.
Hop. Par contre, on voit qu'il a quand même une zone qui le gêne juste en dessous là. C'est assez faible. C'est la zone qui mène au poteau noir. Donc ça va donner un poteau noir relativement nord, j'ai l'impression, et relativement dense, avec en plus une petite onde dedans ou dépression, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Voilà. Et bon, par chance pour lui, sur ce fichier-là d'aujourd'hui, il a l'air de pouvoir trouver un créneau de passage quand même dans le poteau noir, pas trop mauvais. C'est ce qu'on lui souhaite, ça lui permettrait de recoller. Et ensuite, bon, bah après, c'est une descente des alizés. Le reste, c'est un petit peu de la poésie. Mais si vous voulez avoir une idée, on va se mettre avec lui quand il attaque après le sud. Voilà, donc là, on est quand même le jeudi 3, donc on est très très loin en termes de météo. Et quand il attaque ça, donc on va imaginer qu'il attaque à peu près les vents du sud. Les autres sont en approche des Kerguelen, quoi. Ils sont à mi-route entre l'Afrique du Sud et les Kerguelen. Donc voilà, moi je pense quand même qu'il va réintégrer un bon paquet, vu sa vitesse. Voilà. Après, ça sera forcément pas facile pour lui, mais je pense qu'au fur et à mesure où il va rattraper du monde, la motivation va augmenter aussi. Ça c'est parti. Alors, est-ce que les nouveaux foilers peuvent tenir la cadence des dépressions? Alors là, je n'ai pas regardé ce dossier-là. Je le préparerai pour la prochaine fois parce que quand même, on a une bonne semaine avant qu'ils attaquent, là, on va dire la deuxième dépression, parce qu'on a vu que la première, ils vont l'avoir avant Bonne Espérance. Je pense que c'est quand même un peu trop rapide les dépressions pour eux pour tenir. Ils doivent pouvoir tenir des moyennes à 25, 26, je pense, même si ça me paraît haut. C'est sûrement 24. On a vu des demi-heures ou des heures à 24 chez certains. Franchement, j'ai hâte de voir. Ça va être super intéressant. On sait que les ultimes, ils y arrivent maintenant. Et eux, ils tiennent des moyennes à 35, presque 40 nœuds. Voilà. Donc, ça sera super intéressant. C'est une bonne information de développement des bateaux et de gain de vitesse. C'est forcément le scénario normalement rêvé pour un record des 24 heures. Cela étant dit, il y a quand même, on voit des empannages à faire et des manœuvres. Donc, bon, c'est pas le. Peut-être ils battront le record, mais c'est quand même pas le scénario parfait, quoi. Quand les grips ne sont pas fiables dans ces zones-là, est-ce qu'on gère au barreau? Vu la situation, vu le bordel, j'ai envie de dire, je ne sais pas très bien comment ça se gère. Hein, si on se met proche des. Je suis pas sûr que ça se voit énormément au barreau. Hein. Franchement, il peut y avoir un petit peu au nuage, mais ça reste compliqué. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la situation et l'appliquer et l'interpréter et la remettre dans la réalité, quoi, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on a, la force du vent, la direction du vent. Autour d'un anticyclone comme ça, la direction du vent aide beaucoup, mais le baromètre, là, je ne suis pas sûr. On peut regarder sur Windy la pression, mais ouais, je pense que ça varie pas assez, en fait, je pense, pour. Voilà, c'est pas très précis parce que l'échelle n'est pas bonne, mais ça ne varie pas beaucoup, pas assez vite, en tout cas, pour le voir. Mais bon, ça, c'est ma façon. Moi, je travaille pas beaucoup au barreau, donc comme les fichiers sont très précis en Atlantique Nord, on a tendance à pas faire ça. Le trou de souris étant petit, y a-t-il un risque que les deux premiers restent plantés? J'imagine qu'il y a un risque, dur à évaluer, mais je trouve qu'ils sont vraiment dans une zone un peu trop parfaite et dans des timings un peu trop parfaits. Si jamais ça change, ouais, ça pourrait les ralentir. Après, d'ici à vraiment les bloquer, qu'ils se fassent rattraper, je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr. Comment choisir le bon moment de traverser le front? Bah, en fait, on est en train de le voir effectivement avec notre groupe de leaders ou de poursuivants, pardon, notre groupe de poursuivants. On a vu Bureau Vallée, lui, il est en train d'attaquer la traversée. Clairement, j'ai l'impression qu'il a choisi son camp. Lui, il va par là. Quand on voit, par exemple, Hugo Boss qui continue, Arkea, il continue. J'ai l'impression que Sam Davis, elle a décidé de traverser. Et là, si je ne sais pas quelle est la bonne solution aujourd'hui, on aura la réponse dans quelques jours. Voilà. Mais c'est bien qu'il y en ait plusieurs qui tentent, ça nous aidera à comprendre ces phénomènes-là.
Et dernière question, contourner tout l'anticyclone est-elle une option intéressante? En fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ça dépend de la position dans la flotte, quoi. C'est-à-dire que plus on est devant, moins on a besoin de le contourner, et plus on est derrière, plus le contournement se fera naturellement par l'ouest de l'anticyclone. Voilà, il faut savoir que quand même ces bateaux-là, entre le prêt et le portant, ils vont juste 2 fois plus vite au portant. Donc c'est clairement un choix voilà, hyper facile à faire, et les routages ont tendance à forcément favoriser le portant, hein. Si on va à 20 nœuds au portant par rapport à 8 à 10 nœuds au prêt, c'est quand même normal d'aller chercher le portant. Je voulais juste qu'on regarde du coup le pointage de 22 heures. Peut-être on peut regarder les groupes de devant et on va le recaler. Alors, ils les ont pointés à quelle heure? À 20h30. Hop, parfait. Je vais dire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur les leaders, on peut voir que le routage prévoyait que Charlie soit là. Et en réalité, on peut voir qu'il a assez vite réempanné pour se positionner ici. Globalement, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément très lent. Il y a eu des lenteurs dans la journée, mais bon, ça a l'air pas mal. Après, ça revient à peu près au même parce qu'on peut voir que l'autre routage se recalait juste derrière. Donc, lui, il va descendre en escalier comme ça. Je pense qu'il doit le juger à la force de vent ou quelque chose comme ça. Voilà. En fait, dès qu'il arrive, on va refaire un dessin propre. Dès qu'il arrive ici, par exemple, s'il se dit à 10 nœuds de vent, j'en panne, il rempanne. Puis ici, il peut se dire ici à 15 nœuds de vent, je rempanne. Et hop, il réaccélère. Puis voilà, puis à 10, il va réempanner. Et puis à 15, enfin bon, voilà, il va trouver sa pression parce qu'on voit qu'ici, il y a moins de pression. Et ici, il y a plus de pression. Donc voilà, il va juste choisir avec le vent qu'il a, sa zone. Si jamais il pousse un peu loin et qu'il voit que ça faiblit, pouf, il rempanne très très vite et il se replace et vite fait, il va reprendre de la force de vent sans trop forcer. Je voulais penser à quelque chose. On a quand même vu deux choses aujourd'hui. C'est Lingtaout qui a des routes plus low-fait, donc plus proches du vent. Donc peut-être, on va dire, il navigue à, je dis une bêtise, hein, mais 140 degrés du vent. Et la route de Charlie est souvent plus basse, peut-être proche des 150. Et moi, juste sur une analyse comme ça, forcément, j'ai pas beaucoup d'infos. Certains ont des problèmes. On a vu Thomas qui avait des soucis de hook pour mettre des voiles en tête. Est-ce que c'est résolu, pas résolu? Voilà, je sais pas. Mais on dirait que Charlie a un SPI et que Thomas n'en a pas. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Peut-être que quelqu'un pourra le commenter. Peut-être qu'une équipe pourra me dire. Généralement, ils gardent ça bien secret. Mais voilà, les différences de trajectoire depuis le début, le fait que Charlie ait vite rattrapé son retard, peut-être que ça indique une différence dans les voiles. Qu'est-ce qu'on peut voir chez le CAM? Il a navigué un peu plus haut, par exemple. Donc ça, c'est dans nos analyses, nous qui suivons. Quand un bateau a un angle comme ça, la polaire de vitesse, celle-là, c'est globalement la bonne, je pense. La petite delta, là, c'est peut-être juste que le vent, au lieu d'être de cette direction-là, il est de cette direction-là, quoi. Il n'y a peut-être pas exactement le même angle de vent. C'est pas facile à voir. Si jamais Jean Le Cam en panne, on verra peut-être une différence dans l'autre sens sur ce bord-là. Voilà. Bon, c'est pour lui, ça, c'est pas très parlant. En tout cas, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est un peu plus parlant, par exemple. On peut voir que, parce que là, c'était les routages d'avant, hein, donc c'est les routages du pointage de 18 heures. Et donc, je l'ai routé à 18 heures et on voit qu'à cette heure-ci, il était prévu d'être là à Bureau-Vallée et en réalité, il est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il va beaucoup plus vite que ce que prévoyait le routage. Il a plus de vent que ce que le fichier lui indiquait. D'ailleurs, il faisait 12 nœuds, 11 nœuds, 13 nœuds, 12 nœuds, 11 nœuds. Et le routage lui donnait là une vitesse à 3 nœuds 9 dans une transition, 4 nœuds 9, 6 nœuds 2 pour la suite. Donc il est au moins 2 fois plus vite que le routage.
tant mieux pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'il est de l'autre côté du front, qu'il n'est pas de l'autre côté du front? Est-ce que la transition était plus facile que prévu? Je ne sais pas, ce n'est pas évident à dire. Voilà, en tout cas, on peut voir que chacun va commencer à faire sa route avec son option. Voilà, on ne sait pas très bien. Sam, elle avait empané. Est-ce qu'elle a rempané, qu'elle relonge le front? C'est pas facile à dire. En tout cas, elle n'est pas rapide. 2 nœuds 5. Voilà, c'est pas évident. C'est sûr qu'elle va rentrer dans une zone un peu difficile. Et puis pour terminer, on va aller voir Damien. Damien qui aussi est très lent. Un dernier pointage à 1 nœud. Voilà, c'était prévu d'être lent apparemment. Il avait une moyenne à 8 nœuds 6 sur 3 heures de prévu. Il est un peu en retard. Franchement, ça a l'air assez compliqué dans cette zone proche du front. Donc voilà, les routages, c'est bien joli, mais en fait, dans la réalité, il risque de se passer d'autres choses et ça sera intéressant. Personnellement, j'aime bien l'option de Louis Burton qui va traverser là. Je pense que ça va être difficile de redescendre pour tout ce paquet-là, qui a un peu tardé à vouloir traverser le front. On verra. La route est longue, il y a plusieurs jours avant de passer de l'autre côté. Ça va être intéressant. Suivez bien ces transitions, suivez bien le sprint ensuite vers Bonne-Espérance. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau live de décryptage du Vendée Globe. À très bientôt. Au revoir.